Le couloir de l'hôtel Mercure sentait la lavande synthétique et les secrets gardés. Mes pas s'enfonçaient dans la moquette rouge foncé, tandis que je marchais vers la chambre 314, tenant un bouquet de pivoine rose que j'avais acheté à la gare et une bouteille de Châteauneuf-du-Pape que je gardais depuis des mois en attendant le bon moment. Mon cœur battait à un rythme accéléré, presque festif, parce que je croyais être sur le point de surprendre l'homme que j'aimais, l'homme avec qui j'avais partagé 20 ans de vie, de rêves, de promesses murmurées lors de nuits d'hiver. Lyon était glacial en cet après-midi d'octobre, mais je me sentais réchauffée de l'intérieur, enveloppée par l'anticipation de voir son sourire quand il ouvrirait la porte et me trouverait là, sans prévenir, vêtue de cette robe bleu marine qu'il avait toujours dit me rendre belle, les cheveux détachés tombant sur mes épaules de la façon qu'il aimait écarter avec ses doigts avant de m'embrasser. 20 ans de mariage méritent ce genre de geste, pensais-je, en ajustant le bouquet dans ma main gauche et en tenant la bouteille de vin de la droite. 20 ans méritent d'être célébrés, reconquis, rallumés. Parce que je savais, au fond, que les choses entre nous étaient devenues plus tièdes dernièrement, que les baisers étaient devenus mécaniques, que les conversations tournaient toujours autour des factures à payer et des engagements sociaux, jamais plus sur nous deux, sur ce qui nous unissait encore au-delà de la routine et de l'habitude. C'est pour cela que j'avais décidé de faire ça. C'est pour cela que j'avais pris le TGV de Paris à Lyon un jeudi après-midi, sans prévenir, voulant ramener cette sensation de quand nous étions encore jeunes, quand nous croyions encore que l'amour suffisait à soutenir n'importe quoi. J'étais à seulement 3 mètres de la porte quand j'ai entendu un bruit sourd, répétitif, qui venait de l'intérieur de la chambre. Le lit cognant contre le mur dans un rythme constant, presque brutal dans sa régularité. Mes pas ont vacillé. Les pivoines ont tremblé dans ma main. Mon cerveau a immédiatement tenté de trouver une explication raisonnable. N'importe quelle explication qui aurait du sens, qui me permettrait de continuer à marcher vers cette porte, sans que mon monde entier ne s'effondre avant même que je ne la tourne. Peut-être que c'était la chambre d'à côté, pensais-je. Mais je connaissais le numéro par cœur, 314, le même que Damien m'avait dit au téléphone la veille quand il avait appelé en disant qu'il était épuisé de la réunion et qu'il allait se coucher tôt. Puis est venu le gémissement. Ce n'était pas un gémissement féminin. C'était grave, rauque, chargé de plaisir, masculin. Et pire, bien pire que ça, c'était familier. C'était une voix que je connaissais depuis l'enfance, une voix qui m'avait consolée quand nos parents étaient morts dans un accident de voiture il y a 5 ans. Une voix qui avait trinqué avec moi à tous nos anniversaires de mariage, qui avait tenu ma main lors d'enterrement et de mariage, qui m'appelait ma petite sœur depuis que j'avais appris à parler, mon frère, Julien. Le sol a fui sous mes pieds, le couloir a commencé à tourner, les murs se sont rapprochés, l'air est devenu trop dense pour respirer. Je suis restée là, paralysée, tandis que mon cerveau refusait de traiter ce que mes oreilles venaient de capter. Ce que mon cœur savait déjà être vrai, mais que mon esprit rejetait de toutes ses forces. Ce ne pouvait pas être lui. Pas là. Pas avec Damien. Pas de cette façon. Mais les sons continuaient, impitoyables, rythmés, trop réels pour être niés. Et j'ai senti quelque chose se briser en moi, quelque chose de profond et d'irréparable, comme du verre trempé qui se fissure en 1000 morceaux, mais garde encore sa forme quelques secondes avant de s'effondrer complètement. Ma main s'est déplacée toute seule vers la poignée. Je n'avais pas décidé de faire ça. Mon corps avait simplement réagi, mu par une impulsion que je ne contrôlais pas. Un besoin malsain de confirmer, de voir de mes propres yeux, de transformer ce soupçon insupportable en certitude concrète, même en sachant que cette certitude me détruirait. La poignée était glacée sous mes doigts tremblants. Je l'ai tournée lentement, avec précaution pour ne pas faire de bruit, et la porte s'est ouverte dans un silence qui semblait crier plus fort que n'importe quel son. Et là, dans le lit king-size couvert de drap blanc qui était maintenant complètement retourné, se trouvait Damien, mon mari, l'homme avec qui j'avais promis de passer le reste de ma vie. Il était allongé sur le dos, les yeux mi-clos dans un mélange de plaisir et d'abandon, la respiration lourde, la poitrine nue montant et descendant rapidement, et sur lui,
Penché dans un angle qui ne laissait aucun doute sur ce qui se passait, se trouvait Julien, mon frère, torse nu, les muscles de son dos tendus par l'effort, la main droite appuyée sur l'oreiller à côté de la tête de Damien, tandis que la gauche était à un endroit que mon esprit refusait de nommer. Je n'ai pas pu crier, je n'ai pas pu pleurer, je n'ai pas pu émettre le moindre son. Je suis simplement resté là, à l'entrée de la chambre, tenant ces pivoines ridicules qui semblaient maintenant se moquer de moi avec leur délicatesse inutile, assistant à cette scène qui semblait sortie d'un cauchemar, mais qui était réelle, terrible et irrévocablement réelle. C'est Julien qui m'a vu en premier. Il a tourné la tête brusquement, probablement en sentant le courant d'air froid qui était entré par la porte ouverte, et quand nos regards se sont croisés, j'ai vu la panique envahir ses yeux bleus, les mêmes yeux que notre mère, les mêmes yeux que je voyais dans le miroir tous les jours. Il s'est figé. Son visage a pâli à une vitesse effrayante, et pendant une fraction de seconde, juste une fraction, j'ai vu la honte là, la culpabilité, la terreur. Mais ensuite, il a détourné le regard, incapable de soutenir mon regard plus longtemps, et s'est écarté de Damien dans un mouvement brusque, presque violent, comme si le contact entre eux était devenu du poison. Damien a ouvert les yeux complètement. Il a tourné la tête vers la porte. Et quand il m'a vu là, debout, tenant des fleurs et du vin comme une idiote venue célébrer un amour qui était déjà mort depuis longtemps, j'ai vu quelque chose sur son visage qui était pire que la culpabilité, pire que la honte, pire que n'importe quelle excuse. J'ai vu du soulagement. Un soulagement profond et indéniable, comme si un poids gigantesque avait été enlevé de ses épaules, comme s'il était soulagé d'avoir finalement été découvert, de ne plus avoir à mentir, de ne plus avoir à porter ce secret qui l'étouffait probablement depuis des années. Les pivoines sont tombées de ma main. Elles ont heurté le sol avec un son doux, presque inaudible, et se sont éparpillées sur la moquette comme des gouttes de sang rose. La bouteille de vin a glissé de mes doigts juste après, mais elle n'a pas cassé, elle a juste roulé quelques centimètres avant de s'arrêter contre le mur, intacte, comme si même elle refusait de donner le drame final que ce moment méritait. Vous savez, quand on raconte une histoire comme celle-ci, on se rend compte qu'on n'est pas seul, que d'autres femmes sont déjà passées par des trahisons, par des douleurs qui semblent impossibles à supporter. Si vous m'écoutez maintenant et que vous sentez que cette histoire touche quelque chose en vous, laissez un commentaire pour me dire d'où vous m'écoutez. Savoir qu'il y a d'autres personnes de l'autre côté m'aide à continuer. Et si vous voulez suivre le reste de ce voyage, abonnez-vous à la chaîne. Parce que ce qui vient ensuite, personne ne l'imaginait. Damien s'est assis sur le lit dans un mouvement rapide, tirant le drap sur son corps, comme s'il y avait encore quelque chose à cacher. Comme si couvrir sa nudité pouvait d'une façon ou d'une autre défaire ce que je venais de voir. Il a ouvert la bouche pour parler, mais aucun son n'est sorti, juste un soupir faible, pathétique, qui est mort dans l'air avant d'arriver jusqu'à moi. Julien était déjà debout, enfilant son pantalon à la hâte, ses doigts tremblants, luttant avec la fermeture éclair, le visage tourné vers le mur comme si ne pas me regarder pouvait le faire disparaître de cette scène horrible. Depuis combien de temps ? Fut la première chose que j'ai réussi à penser, mais ma voix n'est pas sortie. Ma gorge était fermée, serrée comme si des mains invisibles l'écrasaient. J'ai respiré profondément, une fois, 2 fois, essayant de forcer l'air à entrer dans mes poumons qui semblaient avoir oublié comment fonctionner, et j'ai finalement réussi à prononcer les mots qui brûlaient dans ma bouche comme des braises. « Depuis combien de temps ?» ai-je demandé, et ma voix est sortie ferme. Étonnamment ferme, considérant que je sentais tout mon corps trembler de l'intérieur, s'effondrer comme un vieil immeuble qui cède finalement à la pression des années. Aucun des deux n'a répondu. Damien regardait ses propres mains comme si la réponse qu'il n'avait pas le courage de prononcer y était écrite. Julien continuait dos à moi, les épaules tendues, la respiration audible même à distance. « Depuis combien de temps, Damien ?» ai-je répété. Et cette fois, il y avait une dureté dans ma voix que je ne me reconnaissais pas. Une froideur qui venait d'un endroit profond où la douleur s'était transformée en quelque chose de plus tranchant, de plus dangereux. « 3 ans, a murmuré Damien sans lever les yeux. Et ces 2 mots ont explosé en moi avec la force d'une bombe. 3 ans. 1095 jours.
Des milliers d'heures de mensonges, de faux sourires, de baisers qui ne signifiaient rien, de moi servant le dîner à tous les deux pendant qu'ils échangèrent des regards que j'étais trop stupide pour interpréter, de moi préparant le lit où mon mari dormait à mes côtés après avoir été dans les bras de mon propre frère. 3 ans de moi vivant dans une illusion si parfaite que jamais, pas une seule fois, je n'avais rien soupçonné. Mon frère, ai-je réussi à dire, et ma voix a flanché pour la première fois, s'est fissurée comme de la vieille vaisselle. Mon frère, Damien. Mon frère. Il a finalement levé les yeux vers moi et ses yeux étaient rouges, non pas de pleurs, mais de quelque chose qui ressemblait à de la fatigue, de l'épuisement émotionnel, comme si porter ce secret pendant si longtemps avait drainé toute la vie en lui. « Claire, je n'ai jamais voulu que tu découvres comme ça, » a-t-il dit, et la phrase m'a semblé si absurde, si grotesquement inadéquate que j'ai failli rire. « Et comment voulais-tu que je découvre, Damien ? Tu allais me le dire un jour. Tu allais t'asseoir avec moi pour le petit déjeuner et dire « Ah, au fait, je couche avec ton frère depuis 3 ans, j'espère que ça ne te dérange pas. » Tu crois vraiment qu'il existe une bonne façon de découvrir une chose pareille ? Il a de nouveau baissé la tête, vaincu, sans argument. Julien s'est finalement tourné vers moi. Son visage était pâle, les yeux gonflés, et pour la première fois de ma vie, je n'ai rien ressenti en le regardant. Ni amour fraternel, ni colère, ni déception. Juste un vide immense, comme si l'homme qui se tenait là était un étranger portant le visage de mon frère. « Pardon, Claire », a-t-il murmuré, et sa voix était si basse que j'ai à peine pu l'entendre. « Je n'ai jamais voulu te faire de mal, mais tu m'en as fait, » ai-je répondu avec un calme qui m'a effrayée. « Tu m'as fait mal d'une façon que je ne savais même pas possible. Tu étais mon frère, Julien. Mon frère. La seule famille qui me restait après la mort de nos parents. Et tu as fait ça. » Il a fait un pas dans ma direction, la main tendue comme s'il allait me toucher, mais j'ai reculé si rapidement que j'ai heurté le mur du couloir avec mon dos. « Ne me touche pas !» ai-je averti, et il y avait tellement de venin dans ma voix qu'il s'est figé sur place. « Ne me touche plus jamais. » J'ai ramassé mon sac que j'avais laissé tomber par terre, j'ai tourné le dos à cette chambre, à ces 2 hommes qui avaient détruit ma vie, et j'ai commencé à marcher dans le couloir. Mes pas étaient rapides, déterminés, même si je n'avais pas la moindre idée d'où j'allais. Je savais juste que je devais sortir de là, que je devais mettre de la distance entre moi et cette scène qui resterait gravée dans ma mémoire pour toujours. J'ai entendu Damien m'appeler, sa voix désespérée résonnant dans le couloir, mais je ne me suis pas arrêtée. Je n'ai pas regardé en arrière. Je suis entrée dans l'ascenseur et j'ai appuyé sur le bouton du rez-de-chaussée avec tellement de force que mon doigt m'a fait mal. Les portes se sont refermées et quand j'ai commencé à descendre, j'ai senti mes jambes faiblir. Je me suis agrippée à la rampe métallique pour ne pas tomber, respirant profondément, essayant de garder le contrôle jusqu'à sortir de cet hôtel maudit. Le hall était plein de monde, des cadres avec des valises, des touristes avec des cartes, des couples riant pendant qu'ils faisaient leur check-in. Vie normale, vie heureuse, vie qui ne venait pas de s'effondrer en 1000 morceaux. J'ai traversé le hall sans regarder personne et je suis sortie dans la rue. L'air froid de Lyon m'a frappé comme une gifle, tranchant et revigorant. J'ai commencé à marcher sans but, laissant mes pieds m'emmener où ils voulaient. Je suis passée par la place Bellecour presque vide à cette heure. J'ai traversé le pont Bonaparte pendant que le Rhône coulait sombre et rapide en dessous de moi, et j'ai continué à marcher jusqu'à ce que mes pieds me fassent mal, jusqu'à ce que tout mon corps soit trop épuisé pour ressentir autre chose que de la douleur physique. J'ai fini assise sur un banc de pierre en face de la cathédrale de Lyon, regardant les tours gothiques qui s'élevaient contre le ciel gris du crépuscule. Il y avait des touristes prenant des photos, des enfants courant sur la place, des pigeons se disputant des miettes de pain. Le monde continuait à tourner comme si rien ne s'était passé, comme si ma vie ne venait pas d'être détruite. C'est là, sur ce banc glacé, que j'ai finalement laissé les larmes venir. Elles ont coulé silencieusement, glissant sur mon visage sans que je fasse aucun effort pour les essuyer. J'ai pleuré pour la femme que j'étais ce matin, celle qui croyait encore avoir un mariage solide, un frère loyal, une vie qui avait du sens. J'ai pleuré pour l'innocence perdue, pour la confiance brisée,
pour la famille qui s'était désintégrée en un seul instant. Mais pendant que je pleurais, pendant que je sentais la douleur me traverser par vagues de plus en plus intenses, quelque chose a commencé à grandir en moi. Ce n'était pas encore de la colère, ce n'était pas de la vengeance, c'était quelque chose de plus froid, de plus calculé. C'était la perception claire que j'avais un choix à faire. Je pouvais me laisser détruire par ça. Je pouvais me noyer dans cette douleur, me transformer en victime permanente de la trahison que j'avais subie. Ou je pouvais me lever, je pouvais reconstruire ma vie de zéro, je pouvais leur montrer que Claire Montreuil n'était pas une femme qui se laissait briser. J'ai essuyé les larmes avec le dos de ma main. J'ai respiré profondément encore une fois et je me suis levée de ce banc. Mon téléphone a vibré dans mon sac. C'était un message de Damien demandant où j'étais, disant que nous devions parler. Je l'ai effacé sans répondre. Un autre message est arrivé, cette fois de Julien, s'excusant encore, me suppliant de lui donner une chance d'expliquer. Expliquer quoi ? Ai-je pensé amèrement en bloquant son numéro. Il n'y avait aucune explication possible, aucun mot qui pourrait défaire ce que j'avais vu, qui pourrait effacer cette image de ma mémoire. J'ai marché jusqu'à trouver un petit hôtel près de la gare, un endroit simple mais propre, appelé Hôtel du Parc. J'ai demandé une chambre pour une nuit, j'ai payé en liquide, et je suis montée au 3e étage où une fenêtre étroite donnait sur une cour intérieure silencieuse. Je me suis assise sur le lit dur, j'ai enlevé mes chaussures, et j'ai regardé le plafond fissuré pendant que la nuit tombait sur Lyon. Toute ma vie devait être reconstruite. Mon mariage était terminé. Ma relation avec Julien était détruite au-delà de toute réparation. Tout ce que je croyais être vrai s'était révélé être un mensonge. Mais là, dans cette chambre d'hôtel anonyme, j'ai pris une décision qui changerait tout. Je n'allais pas seulement survivre à ça, j'allais me réinventer complètement. J'allais devenir une femme qu'il n'avait jamais connue, une femme forte, indépendante, capable de reconstruire sa vie sans avoir besoin de personne. Et quand j'aurais fini, quand je serais de nouveau debout, ils verraient ce qu'ils avaient perdu. Ils verraient la femme qu'ils avaient sous-estimée, la femme qu'ils pensaient pouvoir trahir sans conséquence. Cette histoire ne faisait que commencer. Vous pensez savoir ce qui se passe ensuite. Vous pensez comprendre où ça va ? Je vous garantis, vous n'imaginez même pas la moitié. Parce que ce que j'ai fait dans les mois suivants, les décisions que j'ai prises, les portes que j'ai ouvertes, tout cela a transformé non seulement ma vie, mais la leur aussi. Et si vous voulez savoir comment une femme trahie reconstruit tout de zéro et montre au monde entier de quoi elle est capable, ne partez pas. La nuit dans cet hôtel minuscule de Lyon a été la plus longue de ma vie. Je suis restée allongée sur ce lit étroit, fixant le plafond où une fissure serpentait comme une cicatrice, incapable de fermer les yeux sans revoir cette scène qui s'était gravée dans mon esprit avec une précision cruelle. Chaque fois que je tentais de dormir, l'image revenait, nette et impitoyable, accompagnée de ce bruit de lit cognant contre le mur, de ces gémissements qui résonnaient encore dans mes oreilles, comme un écho toxique. J'ai dû me lever 3 fois pour vomir, mon estomac se retournant à chaque fois que je repensais à eux deux ensemble, à ces 3 années de mensonges qui s'étaient déroulées sous mon nez pendant que je préparais des dîners, que j'organisais des fêtes de famille, que je prenais soin de notre appartement, comme si tout cela avait encore un sens. Vers 5 heures du matin, quand le ciel a commencé à pâlir au-dessus des toits de Lyon, j'ai finalement abandonné l'idée de dormir. Je me suis levée, j'ai pris une douche brûlante qui a laissé ma peau rouge et douloureuse, et j'ai enfilé les mêmes vêtements que la veille parce que je n'avais rien d'autre avec moi. Dans le miroir de la salle de bain, j'ai vu une femme que je reconnaissais à peine, avec des cernes profonds sous les yeux, les cheveux encore humides collés au visage, l'air épuisé de quelqu'un qui venait de traverser une guerre. J'ai quitté l'hôtel sans prendre de petit déjeuner. L'idée même de manger me donnait la nausée. Les rues de Lyon étaient presque désertes à cette heure. Juste quelques boulangers qui ouvraient leurs boutiques, des livreurs qui déchargèrent des camions, des joggeurs matinaux qui couraient le long du Rhône sans se douter qu'une femme brisée les croisait en marchant comme une automate. J'ai erré sans but pendant presque 2 heures, traversant des quartiers que je ne connaissais pas, passant devant des cafés qui commençaient à s'animer, des écoles où des enfants arrivaient en bavardant joyeusement, toute cette vie normale qui continuait
alors que la mienne venait de s'effondrer. C'est en passant devant un petit café près de la gare de Perrache que j'ai finalement décidé d'entrer. L'endroit était chaleureux, avec des tables en bois usées et des banquettes en cuir rouge, et ça sentait le café fraîchement moulu et les croissants sortant du four. Je me suis installé dans un coin, loin de la fenêtre, et j'ai commandé un double expresso que j'ai bu brûlant, sentant la chaleur descendre dans ma gorge et se répandre dans ma poitrine comme un réconfort minuscule mais nécessaire. C'est là que j'ai pris mon téléphone et que j'ai fait la première chose concrète depuis que mon monde s'était écroulé. J'ai cherché le numéro de maître Lucille Garnier, une avocate spécialisée en droit de la famille que je connaissais vaguement par l'intermédiaire de mon amie Mathilde. Je savais que Lucille avait la réputation d'être redoutable, inflexible, qu'elle ne perdait jamais un procès et qu'elle défendait ses clients avec une férocité qui faisait trembler les adversaires. C'était exactement ce dont j'avais besoin. J'ai composé son numéro en retenant mon souffle. Il était à peine 7h30, mais elle a décroché à la 3e sonnerie, sa voix claire et professionnelle malgré l'heure matinale. « Maître Garnier, c'est Claire Montreuil. Je sais qu'il est tôt, mais j'ai besoin de vos services. Pour un divorce. » Il y a eu un silence bref, puis sa voix s'est faite plus douce, presque maternelle. « Bien sûr, Claire. Vous voulez qu'on se voit aujourd'hui ? » ?»« Oui. »« Le plus tôt possible. 10h à mon cabinet à Paris. Ça vous convient ? » ?»« Parfait. J'y serai. » J'ai raccroché et j'ai senti quelque chose se stabiliser en moi. Une décision avait été prise. Il n'y aurait pas de discussion interminable, pas de tentative de réconciliation, pas de thérapie de couple. C'était fini. Damien avait fait son choix il y a 3 ans quand il avait décidé de coucher avec mon frère. Maintenant, c'était mon tour de choisir. Le TGV de 8h15 m'a ramené à Paris en 2 heures. J'ai passé tout le trajet à regarder le paysage défiler par la fenêtre, les champs dorés de l'automne, les petits villages avec leurs églises pointues, les vignobles qui s'étendaient à perte de vue, tout ce monde paisible qui continuait d'exister alors que le mien était en ruine. J'ai essayé de ne penser à rien, de faire le vide dans ma tête, mais c'était impossible. Les questions tournaient en boucle, implacables, douloureuses. Comment avait-il pu me faire ça ? Quand avait-il commencé ? Où se voyait-il quand je n'étais pas là ? Est-ce qu'il riait de moi après ? Est-ce qu'il se moquait de ma naïveté, de mon aveuglement ? Arrivé à la gare de Lyon, j'ai pris un taxi jusqu'au cabinet de Lucille Garnier, situé dans le 7e arrondissement, rue de Grenelle, dans un immeuble haussmannien magnifique, avec des balcons en fer forgé et une porte cochère imposante. Son bureau était au 2e étage, un espace lumineux et élégant avec des bibliothèques remplies de codes juridiques, des diplômes encadrés au mur et une grande fenêtre qui donnait sur une cour intérieure paisible où un vieux marronnier perdait ses feuilles. Lucille elle-même était exactement comme je me la rappelais. Une femme d'une 50aine d'années avec des cheveux gris coupés courts, des yeux noirs perçants et une présence qui inspirait immédiatement confiance. Elle m'a serré la main fermement, m'a fait asseoir dans un fauteuil confortable en face de son bureau et m'a offert un café que j'ai accepté même si je n'en avais pas vraiment envie. « Racontez-moi tout, Claire, sans rien omettre. » Alors je lui ai tout raconté, depuis le début. La surprise que je voulais faire à Damien, le voyage à Lyon, le couloir de l'hôtel, les bruits que j'avais entendus, la porte que j'avais ouverte, la scène que j'avais découverte. Je lui ai parlé de Julien, de notre relation fraternelle que je croyais indestructible, de ces 3 années de trahison que je n'avais jamais soupçonnées. Ma voix restait calme pendant tout le récit, presque détachée, comme si je racontais l'histoire de quelqu'un d'autre. Mais mes mains tremblaient légèrement et je les gardais serrées sur mes genoux pour qu'elles ne le remarquent pas. Lucille m'a écouté sans m'interrompre une seule fois, prenant des notes de temps en temps, son visage restant parfaitement neutre et professionnel. Quand j'ai eu terminé, elle a posé son stylo et m'a regardé droit dans les yeux avec une intensité qui m'a surprise. « Vous êtes sûre de vouloir divorcer ? Pas de médiation ? Pas de tentative de sauver le mariage ? Absolument certaine. Je ne veux plus jamais le revoir. Et votre frère ? Quoi, mon frère ? Vous comptez maintenir une relation avec lui ? J'ai secoué la tête violemment. Jamais. Il n'existe plus pour moi. Elle a hoché la tête lentement, comme si elle approuvait ma décision.
Bien. Dans ce cas, voici ce que nous allons faire. Nous allons entamer une procédure de divorce pour faute. Avec ce que vous venez de me raconter, nous avons largement de quoi prouver l'adultère. Vous avez des témoins? Des preuves matérielles? J'ai hésité un instant, puis j'ai fouillé dans mon sac et j'ai sorti la petite boîte en velours bleu que j'avais trouvée dans la table de nuit de Damien la veille. Je l'ai posée sur le bureau de Lucille et je l'ai ouverte. À l'intérieur se trouvait la chevalière de notre grand-père, celle que Julien avait héritée à sa mort et qu'il prétendait avoir perdue il y a 2 ans. L'or brillait sous la lumière du bureau, et les initiales gravées à l'intérieur, JM, semblaient me narguer. C'est la bague de famille de mon frère, ai-je expliqué d'une voix blanche. Il disait l'avoir perdue, mais elle était dans le tiroir de Damien. C'est un cadeau qu'il lui a fait. Lucille a pris la bague, l'a examinée attentivement, puis l'a reposée dans la boîte avec un petit sourire satisfait. Parfait. C'est une preuve matérielle de leur relation. Avec votre témoignage de ce que vous avez vu à Lyon, nous avons un dossier solide. Je vais préparer les papiers aujourd'hui même. Damien sera notifié dans les 48 heures. Et financièrement, vous étiez mariés sous quel régime? Communauté réduite aux acquêts. Alors tout ce qui a été acquis pendant le mariage sera partagé. L'appartement du Marais, je suppose qu'il a été acheté pendant votre union? Oui, il y a 15 ans. Vous allez donc récupérer la moitié de sa valeur, plus une pension compensatoire si vos revenus sont inférieurs aux siens. Ils le sont. Je travaille à mi-temps comme traductrice. Lui est directeur commercial dans une grande entreprise. Parfait. Nous allons demander une pension substantielle. Croyez-moi, Claire, quand nous en aurons fini avec lui, il regrettera amèrement ce qu'il vous a fait. Je suis rentrée chez moi ce jour-là avec un sentiment étrange, un mélange de soulagement et d'appréhension. Notre appartement du Marais me semblait différent maintenant, chargé de souvenirs qui avaient tous un arrière-goût amer. Chaque pièce racontait une histoire que je devais maintenant réinterpréter à la lumière de ce que je savais. Le canapé où nous regardions des films le dimanche soir, est-ce que Julien s'y était assis en sachant qu'il couchait avec mon mari? La cuisine où je préparais des dîners pour nous 3, est-ce qu'ils échangeaient des regards complices pendant que je tournais le dos? La chambre que je partageais avec Damien, combien de fois avait-il pensé à Julien en me touchant? J'ai passé le reste de la journée à rassembler mes affaires personnelles. Pas pour partir définitivement, pas encore, mais pour être prête au cas où. J'ai rempli 2 grandes valises avec mes vêtements, mes livres préférés, mes photos de famille, qui ne montraient que mes parents et moi, jamais Julien. J'ai vidé mon coffret à bijoux, j'ai pris mes documents importants, mon passeport, mes diplômes, tout ce qui avait de la valeur sentimentale ou administrative. C'est en rangeant mes affaires que je suis tombée sur notre album de mariage. Un gros album en cuir blanc avec des photos professionnelles de notre journée parfaite il y a 20 ans. Moi dans ma robe blanche, Damien dans son costume sur mesure, tous les deux souriants comme si nous étions les personnes les plus heureuses du monde. Et là, dans presque toutes les photos, se tenait Julien, le témoin de Damien, son meilleur ami depuis l'enfance, celui qui avait prononcé un discours émouvant pendant le repas sur la force de l'amitié et l'importance de la loyauté. J'ai déchiré l'album en 2, puis en 4, puis en morceaux si petits qu'ils n'étaient plus reconnaissables. J'ai jeté les débris dans la poubelle et j'ai ressenti une satisfaction violente, primitive, comme si détruire ces photos pouvait effacer le passé. Damien est rentré vers 19h. J'ai entendu sa clé dans la serrure, ses pas hésitants dans l'entrée, sa voix qui m'appelait avec précaution. Je l'ai attendu dans le salon, assise bien droite sur le canapé, les mains posées sur mes genoux, le visage parfaitement neutre. « Claire » a-t-il commencé en entrant dans la pièce, « on doit parler. »« Non, c'est toi qui dois écouter. » Il s'est arrêté net, déstabilisé par le ton de ma voix. « J'ai vu une avocate ce matin. Les papiers du divorce seront prêts dans 48 heures. Tu recevras la notification officielle d'ici la fin de la semaine. » Son visage s'est décomposé. « Claire, attends, on peut encore. On ne peut rien du tout. C'est terminé. Laisse-moi au moins t'expliquer. » M'expliquer quoi exactement, Damien? Que tu m'as trompé pendant 3 ans avec mon propre frère? Que vous vous êtes bien amusé à mes dépens? Qu'est-ce que tu veux m'expliquer que je ne sache pas déjà? Il a tenté de s'approcher, mais je me suis levée brusquement. Ne me touche pas.
Plus jamais. Je l'aime, Claire. Je l'aime vraiment. Ces mots m'ont frappé comme une gifle. Pas « je t'aime encore » ou « je regrette », mais « je l'aime ». Comme si cet aveu devait me consoler, comme si savoir que ce n'était pas juste du sexe, mais des sentiments rendait la trahison plus acceptable. Alors pars avec lui, vis ta belle histoire d'amour. Mais tu ne le feras pas dans ma maison, avec mon argent, sur les ruines de notre mariage. Claire, s'il te plaît. Tu as 48 heures pour prendre tes affaires et partir. Après ça, je change les serrures. Je suis montée dans notre chambre, j'ai pris l'une des valises que j'avais préparées et je suis redescendue. Damien était toujours planté au milieu du salon, l'air complètement perdu. Je vais dormir chez Mathilde ce soir. Quand je reviendrai demain, je veux que tu sois parti. Je suis sortie de l'appartement sans me retourner. J'ai descendu les 4 étages à pied parce que je ne voulais pas attendre l'ascenseur et je me suis retrouvée dans la rue, ma valise à la main, sans savoir vraiment où aller. Mathilde n'était pas encore rentrée de voyage, je m'en souvenais maintenant. J'ai pris mon téléphone et j'ai réservé une chambre dans un petit hôtel près du jardin du Luxembourg, un endroit anonyme où personne ne me connaissait. Cette nuit-là, allongée dans une autre chambre d'hôtel, dans une autre ville, j'ai compris quelque chose d'important. Ma vie d'avant était morte. Claire Montreuil, l'épouse fidèle, la sœur aimante, la femme qui croyait aux promesses et à la famille, cette femme n'existait plus. À sa place émergeait quelqu'un de nouveau, quelqu'un de plus fort, quelqu'un qui ne se laisserait plus jamais trahir. Et cette nouvelle Claire avait des projets. Les semaines qui ont suivi ont été un tourbillon de papiers juridiques, de rendez-vous chez Lucille, de déménagements progressifs hors de l'appartement du Marais. Damien est parti, comme je le lui avais demandé, emportant seulement ses vêtements et quelques affaires personnelles, laissant derrière lui tous les meubles, tous les objets que nous avions achetés ensemble au fil des années. Il a tenté de me contacter plusieurs fois, des messages suppliants où il me demandait de reconsidérer, de lui donner une chance de s'expliquer vraiment, mais je les effaçais sans même les lire en entier. Julien aussi essayait de me joindre, allant jusqu'à venir sonner à la porte de l'appartement un soir où je m'y trouvais seule. Je n'ai pas ouvert. Je suis restée immobile derrière la porte, écoutant sa voix étouffée me supplier de lui parler, de le laisser me dire combien il était désolé, combien il m'aimait malgré tout. Après 20 minutes, il est finalement parti et je ne l'ai plus jamais revu. La procédure de divorce avançait rapidement. Lucille était aussi efficace qu'on me l'avait promis, rédigeant des documents impeccables, anticipant chaque objection que l'avocat de Damien pourrait soulever, construisant un dossier si solide qu'il n'y avait aucune possibilité de contestation. L'adultère était prouvé, la faute était établie, et les conséquences financières allaient être substantielles pour Damien. Lucille m'avait prévenu que le processus prendrait probablement 6 mois au minimum, peut-être 1 an si Damien décidait de se battre, mais elle était confiante dans notre victoire. Pendant ce temps, je me suis concentrée sur la reconstruction de ma vie. J'ai augmenté mes heures de travail comme traductrice, acceptant tous les projets qu'on me proposait, même les plus techniques ou les plus ennuyeux. J'avais besoin de m'occuper l'esprit, de remplir mes journées avec des tâches concrètes qui ne laissaient aucune place aux pensées toxiques qui menaçaient constamment de m'envahir. Je traduisais des manuels techniques, des romans policiers, des articles scientifiques, travaillant tard dans la nuit jusqu'à ce que mes yeux brûlent et que je sois trop épuisée pour penser. C'est Mathilde qui m'a sauvée de l'isolement dans lequel je commençais à m'enfoncer. Revenue de son voyage au Portugal, elle avait appris ce qui s'était passé par une connaissance commune et elle avait débarqué chez moi un samedi matin avec des croissants frais et une détermination farouche de ne pas me laisser sombrer. « Tu ne peux pas rester enfermée ici à ruminer, Claire. Ça va te rendre folle, m'avait-elle dit en s'installant dans ma cuisine comme si elle était chez elle. Tu dois sortir, voir des gens, recommencer à vivre. Je ne sais pas comment faire ça, Mathilde. Je ne sais même plus qui je suis sans Damien. Alors c'est le moment parfait pour le découvrir. » Elle m'a traîné dehors ce jour-là, m'a emmené déjeuner dans un petit bistrot de Belleville, puis dans une galerie d'art contemporain où nous avons passé l'après-midi à regarder des œuvres étranges qui ne ressemblaient à rien de ce que je connaissais. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai senti quelque chose se relâcher en moi. Une tension que je portais constamment
et qui s'est légèrement desserré pendant ces quelques heures où je n'ai pas pensé à Damien, à Julien, au désastre de ma vie. C'est Mathilde aussi qui m'a inscrite à un cours de céramique dans un atelier du 11e arrondissement sans même me demander mon avis. « Tu vas adorer ça », m'avait-elle assuré. C'est thérapeutique. Tu travailles avec tes mains, tu crées quelque chose de beau à partir de rien. C'est exactement ce dont tu as besoin. Elle avait raison. Le premier cours auquel j'ai assisté, un mardi soir dans un atelier lumineux qui sentait l'argile humide et le bois brûlé, a été une révélation. L'instructeur, un homme d'une quarantaine d'années nommé Philippe, avec des mains couvertes de taches d'argile et un sourire chaleureux, nous a montré comment centrer l'argile sur le tour, comment exercer juste assez de pression pour façonner sans écraser, comment transformer une masse informe en quelque chose de cohérent et de beau. Je me suis découvert un talent pour ça. Mes mains semblaient comprendre instinctivement comment manipuler l'argile, comment la guider plutôt que la forcer. J'ai créé mon premier bol ce soir-là, maladroit et asymétrique, mais entièrement mien. En le tenant entre mes paumes encore humides, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis très longtemps. Une fierté simple et pure dans quelque chose que j'avais accompli seul. Les semaines se sont transformées en mois. Novembre a cédé la place à décembre, puis à janvier. L'appartement du Marais a été mis en vente comme l'avait recommandé Lucille. Je ne pouvais pas continuer à vivre là, entouré de fantômes et de souvenirs empoisonnés. Avec l'argent de la vente, j'allais pouvoir m'acheter un petit appartement bien à moi, quelque part où je pourrais vraiment recommencer. Entre-temps, j'avais loué un 2 pièces près du canal Saint-Martin. Un appartement lumineux au 4e étage, avec des poutres apparentes et des fenêtres qui donnèrent sur l'eau. C'était plus petit que ce à quoi j'étais habitué. Mais c'était à moi, rempli seulement de mes affaires, de mes choix, de ma nouvelle vie qui prenait forme lentement, mais sûrement. Le cours de céramique était devenu le moment fort de ma semaine. Philippe avait remarqué mon talent et m'encourageait à expérimenter, à essayer des techniques plus complexes. J'avais commencé à créer des pièces plus ambitieuses, des vases élancés, des bols avec des motifs sculptés, des sculptures abstraites qui semblaient émerger naturellement de mes mains. C'était devenu plus qu'un passe-temps, c'était devenu une forme de thérapie, un moyen de canaliser toute la douleur et la colère qui bouillonnaient encore en moi et de les transformer en quelque chose de tangible, de beau. Un soir de février, alors que je travaillais seul dans l'atelier après la fin du cours, Philippe s'est approché de mon tour pour regarder ce que je faisais. « C'est magnifique, Claire. Vraiment. Tu as un don naturel. Merci. Ça m'aide à ne pas penser. » Il a hoché la tête avec compréhension. L'art a ce pouvoir. Il nous permet de transformer notre douleur en création. C'est l'une des rares choses qui donnent un sens à la souffrance. Nous avons parlé longtemps ce soir-là de l'art, de la vie, des chemins tortueux qui nous mènent là où nous sommes censés être. Philippe m'a raconté son propre divorce difficile 10 ans plus tôt, comment la céramique l'avait aidé à retrouver un équilibre, comment il avait transformé sa passion en métier et ouvert cet atelier qui était devenu son refuge. En l'écoutant, j'ai réalisé que peut-être, moi aussi, je pouvais transformer cette catastrophe en quelque chose de nouveau, quelque chose qui aurait du sens. « Tu devrais exposer ton travail », m'a-t-il dit avant que je parte ce soir-là. Il y a une petite galerie dans le Marais qui cherche des artistes émergents. Je connais la propriétaire. Je pourrais lui parler de toi si tu veux. J'ai hésité. L'idée de montrer mes créations au public me terrifiait. C'étaient des pièces si personnelles, nées de tant de douleur. Mais en même temps, quelque chose en moi s'est éveillé à cette suggestion, une petite flamme d'excitation que je n'avais pas ressentie depuis très longtemps. D'accord. Pourquoi pas? 2 semaines plus tard, j'avais rendez-vous avec Éléonore Beaumont, propriétaire de la Galerie Lumière dans le Marais. C'était une femme élégante, d'une 60aine d'années avec des lunettes rondes et une passion évidente pour l'art. Je lui ai apporté 6 de mes meilleures pièces, emballées soigneusement dans du papier bulle et transportées dans un grand sac. Elle les a examinées longuement, en silence, tournant autour de chacune, les touchant délicatement, les soulevant pour les regarder sous différents angles. Mon cœur battait si fort que j'avais peur qu'elle l'entende. Finalement, elle a levé les yeux vers moi et a souri.
C'est remarquable, mademoiselle Montreuil. Il y a une émotion brute dans ces pièces, une vulnérabilité qui touche immédiatement. Je serais honorée de les exposer dans ma galerie. J'ai senti mes jambes flageoler sous moi. Une exposition. Mes créations exposées dans une vraie galerie, vue par de vraies personnes. C'était à la fois terrifiant et exaltant. Nous pourrions organiser un vernissage pour début avril, a continué Éléonore en feuilletant son agenda. Cela vous laisse 2 mois pour créer quelques pièces supplémentaires. Je pense qu'une 15aine d'œuvres serait parfaite pour remplir l'espace que j'ai en tête. 2 mois. 15 pièces. Je pouvais le faire. Je devais le faire. Je suis rentrée chez moi ce soir-là en marchant le long du canal, le cœur léger pour la première fois depuis des mois. Les lumières de Paris se reflétaient sur l'eau sombre, des couples se promenaient main dans la main, des rires s'échappaient des bistrots bondés, et pour une fois, au lieu de me sentir exclue de toute cette joie, j'ai ressenti quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Ma vie prenait une nouvelle direction. Une direction que je n'aurais jamais imaginée il y a 6 mois, quand je tenais encore ce bouquet de péonias devant la porte d'un hôtel à Lyon. Les 2 mois suivants ont été les plus productifs de ma vie. Je passais mes journées à traduire pour payer les factures et mes soirées et week-ends entiers dans l'atelier de céramique que Philippe m'avait généreusement ouvert en permanence. Je créais comme une possédée, explorant de nouvelles formes, de nouvelles textures, laissant mes mains guider l'argile, sans trop réfléchir, me fiant à mon instinct. Chaque pièce racontait une histoire, mon histoire, celle d'une femme qui s'était brisée et qui se reconstruisait morceau par morceau, exactement comme on répare une poterie cassée avec la technique japonaise du kintsugi, en soulignant les fissures avec de l'or plutôt que de les cacher. C'est pendant cette période intense que j'ai reçu les papiers définitifs du divorce. Lucille m'a appelé un mardi matin, sa voix triomphante résonnant dans le téléphone. « C'est fait, Claire. Le jugement est tombé. Divorce pour faute, partage des biens en votre faveur, pension alimentaire substantielle pour les 3 prochaines années. » Damien a tout accepté sans contester. Il voulait juste que ce soit terminé rapidement. J'ai raccroché et je me suis assise sur mon canapé, tenant les documents officiels entre mes mains tremblantes. 20 ans de mariage résumés en quelques pages de jargon juridique. C'était étrange de réaliser que je n'éprouvais pas de tristesse, juste un immense soulagement. Ce chapitre était définitivement clos. Je pouvais enfin tourner la page complètement. Le vernissage de mon exposition a eu lieu le 1er samedi d'avril, une soirée douce où Paris commençait tout juste à se réchauffer après l'hiver. La galerie Lumière était magnifique, mes pièces disposées avec soin sur des socles blancs, éclairées par des spots qui faisaient ressortir chaque courbe, chaque imperfection intentionnelle. Éléonore avait invité sa liste de contacts, des collectionneurs, des critiques d'art, des amateurs éclairés, et la galerie s'est remplie rapidement de gens élégants qui circulaient entre les œuvres en sirotant du champagne. Mathilde était là, bien sûr, resplendissante dans une robe rouge, me serrant dans ses bras avec une fierté évidente. Philippe était venu aussi, accompagné de plusieurs élèves de l'atelier qui m'ont félicité chaleureusement. Mais la personne dont la présence m'a le plus touchée était ma cousine Amélie, que je n'avais pas vue depuis des mois, qui avait fait le déplacement depuis Bordeaux spécialement pour l'occasion. « Je suis tellement fière de toi, Claire », m'a-t-elle murmuré en m'embrassant. « Tu as transformé quelque chose d'horrible en quelque chose de magnifique. C'est exactement ce que grand-mère aurait voulu que tu fasses. » La soirée s'est déroulée comme dans un rêve. Des gens admiraient mes créations, posèrent des questions sur ma technique, sur mon inspiration. 3 pièces ont été vendues dès le premier soir, marquées avec des pastilles rouges qui m'ont fait battre le cœur plus fort. Des étrangers appréciaient mon travail suffisamment pour vouloir l'emmener chez eux, le garder, vivre avec. C'était une validation que je n'avais pas su que je cherchais. Vers 22 heures, alors que la foule commençait à se disperser, un homme s'est approché de moi. La cinquantaine élégante, cheveux poivre et sel, costume bien coupé, regard intelligent derrière des lunettes fines. Il s'est présenté comme Antoine Mercier, propriétaire d'une galerie plus importante dans le 6e arrondissement. « Votre travail est exceptionnel, Madame Montreuil. J'aimerais beaucoup discuter avec vous d'une éventuelle collaboration. Ma galerie cherche justement des artistes comme vous,
avec cette sensibilité particulière, cette capacité à transformer l'émotion en forme. Nous avons échangé nos coordonnées, et il est parti, me laissant étourdi par toutes ces possibilités qui s'ouvraient soudainement devant moi. Ma vie était en train de changer, de se reconstruire d'une manière que je n'aurais jamais pu anticiper il y a quelques mois. En rentrant chez moi cette nuit-là, marchant seul le long du canal sous un ciel étoilé rare pour Paris, j'ai repensé à cette femme qui se tenait devant la porte du Carto 314 à Lyon, tenant des fleurs et du vin, sur le point de découvrir que toute sa vie était un mensonge. Cette femme me semblait maintenant appartenir à une autre existence, à quelqu'un d'autre. La Claire d'aujourd'hui était plus forte, plus indépendante, plus authentique aussi, parce qu'elle ne construisait plus sa vie autour de quelqu'un d'autre, mais autour d'elle-même, de ses propres passions, de ses propres choix. Les mois suivants ont confirmé cette transformation. Mon exposition a été prolongée d'1 mois supplémentaire à cause du succès. Antoine Mercier m'a effectivement contacté et nous avons organisé une 2e exposition dans sa galerie pour l'automne suivant. J'ai commencé à recevoir des commandes personnalisées, des gens qui voulaient des pièces uniques créées spécialement pour eux. J'ai pu réduire mes heures de traduction et me consacrer de plus en plus à la céramique, qui était devenue non seulement ma thérapie, mais aussi ma vocation. Philippe et moi sommes devenus très proches. Pas romantiquement, pas encore, mais il y avait entre nous une complicité profonde, une compréhension mutuelle de ce que signifiait reconstruire sa vie après l'effondrement. Nous passions des heures à parler dans l'atelier, à travailler côte à côte, à partager nos histoires, nos blessures, nos espoirs. C'était réconfortant d'être avec quelqu'un qui ne me jugeait pas, qui ne me demandait pas d'être autre chose que ce que j'étais. Un soir de juin, alors que nous fermions l'atelier ensemble, après un cours particulièrement réussi, il m'a invité à dîner. Pas comme collègue, pas comme ami, mais comme quelque chose de plus. J'ai hésité quelques secondes, surprise par cette proposition inattendue, puis j'ai accepté. Pourquoi pas ? J'étais prête à explorer cette possibilité, à voir où elle pourrait mener. Nous sommes allés dans un petit restaurant italien près de la Bastille, un endroit chaleureux avec des nappes à carreaux rouges et blancs et des bougies qui faisaient danser des ombres sur les murs. Nous avons parlé de tout et de rien. Ri de blagues stupides, partagé une bouteille de Chianti qui nous a rendus légèrement étourdis et heureux. C'était facile, naturel, sans pression ni attente. Juste 2 personnes qui appréciaient la compagnie l'une de l'autre. En me raccompagnant chez moi cette nuit-là, Philippe s'est arrêté devant ma porte et m'a regardé avec une tendresse qui m'a fait fondre. « Je ne veux pas précipiter les choses, Claire. Je sais que tu as traversé beaucoup. Mais je voulais que tu saches que je suis là, que je serai là aussi longtemps que tu voudras de moi. » Je l'ai embrassé, doucement d'abord, puis avec plus d'intensité, sentant quelque chose se libérer en moi, quelque chose qui avait été gelé pendant si longtemps. Ce n'était pas l'amour passionné et destructeur que j'avais connu avec Damien. C'était quelque chose de différent, de plus calme, de plus solide, quelque chose qui ressemblait à la possibilité d'un avenir. Septembre est arrivé avec ses matins frais et ses après-midi encore douces, cette saison de transition que j'ai toujours aimée parce qu'elle symbolise les nouveaux départs. Mon exposition à la galerie d'Antoine Mercier approchait et j'avais passé tout l'été à créer de nouvelles pièces, plus audacieuses, plus personnelles que tout ce que j'avais fait auparavant. Philippe m'aidait, pas en intervenant dans mon processus créatif, mais en étant simplement présent, en m'encourageant quand je doutais, en célébrant chaque petite victoire avec moi. Notre relation avait évolué naturellement vers quelque chose de stable et de réconfortant, sans drame, sans passion dévorante, juste une tendresse constante qui me faisait du bien. C'est un mardi après-midi, alors que je préparais les dernières pièces pour l'exposition, que mon téléphone a sonné. Un numéro inconnu. J'ai hésité avant de répondre, puis j'ai décroché. Claire. C'était une voix féminine que je ne reconnaissais pas immédiatement. Oui, c'est Hélène. Hélène Dubois, la femme de Julien. Mon sang s'est glacé. Julien s'était marié? Quand? Comment? Toutes ces questions ont fusé dans ma tête en une fraction de seconde. « Je sais que vous ne vous parlez plus », a-t-elle continué rapidement, comme si elle craignait que je raccroche. « Mais il faut que je vous voie. C'est important. Ça concerne Julien et Damien. Je ne veux rien savoir d'eux.
ai-je répondu froidement. S'il vous plaît, Claire. Juste 1 heure. Je vous promets que ça en vaut la peine. Quelque chose dans sa voix, une urgence désespérée, m'a fait accepter contre mon meilleur jugement. Nous nous sommes donné rendez-vous le lendemain dans un café près du Panthéon, un terrain neutre où je ne risquais pas de croiser qui que ce soit de mon ancienne vie. Hélène était une femme d'une 40aine d'années, blonde, élégante, mais avec quelque chose de fragile dans le regard. Elle m'attendait déjà quand je suis arrivée, assise à une table au fond, tripotant nerveusement une tasse de café vide. « Merci d'être venue », a-t-elle dit quand je me suis assise en face d'elle. « Je sais que vous n'aviez aucune raison de le faire. Qu'est-ce que vous voulez, Hélène ?» Elle a pris une profonde inspiration. « Julien et moi nous sommes mariés il y a 4 mois. Mariage express, dans l'intimité. Je croyais qu'il m'aimait. Je croyais que nous allions construire quelque chose ensemble. Mais il y a 3 semaines, j'ai découvert qu'il continuait à voir Damien. Régulièrement, plusieurs fois par semaine. Mon cœur a fait un bond dans ma poitrine. Ils étaient donc toujours ensemble. Après tout ce qu'ils m'avaient fait, après tout ce qu'ils avaient détruit, ils continuaient leur histoire comme si de rien n'était. Je suis désolée pour vous, Hélène, mais je ne vois pas en quoi ça me concerne. Je suis passée à autre chose. Elle a secoué la tête. Ce n'est pas tout. J'ai fouillé dans les affaires de Julien. J'ai trouvé des choses, des lettres, des emails, des photos. Il planifie quelque chose, Claire. Il parle de vous, de comment vous ruiner financièrement, de contester le divorce, de récupérer l'argent que Damien a dû vous verser. J'ai senti mon sang bouillir. Quoi ? Hélène a sorti une enveloppe de son sac et l'a poussée vers moi sur la table. Tout est là. Lisez vous-même. J'ai ouvert l'enveloppe avec des mains tremblantes. À l'intérieur se trouvèrent des impressions d'emails échangées entre Damien et Julien, datant des derniers mois. Je les ai parcourus rapidement, sentant la colère monter à chaque ligne. Ils parlaient effectivement de moi, de comment je leur avais tout pris, de comment ils devaient se battre pour récupérer ce qui leur appartenait légitimement. Il y avait même un plan détaillé pour contester le jugement de divorce en prétendant que j'avais manipulé les preuves, que la bague trouvée dans le tiroir de Damien avait été plantée par moi. « C'est complètement faux », ai-je murmuré, incrédule. « Je n'ai rien planté. Cette bague était vraiment là. »« Je sais », a dit Hélène, doucement. « Mais ils pensent pouvoir gagner s'ils arrivent à semer le doute. » Damien a engagé un nouvel avocat, quelqu'un de très cher, très agressif. Ils vont tenter de rouvrir le dossier. J'ai refermé l'enveloppe brusquement, mes mains tremblant de rage. Pourquoi vous me dites tout ça? Pourquoi vous me donnez ces documents? Elle a baissé les yeux. Parce que je refuse d'être complice de ça. Parce que vous avez été trahi assez comme ça. Et parce que je veux que Julien paye pour ce qu'il m'a fait aussi. Si vous utilisez ces emails comme preuve de leur collaboration malveillante, ça détruira leur plan et ça montrera à Julien que je ne suis pas une idiote qu'on peut manipuler impunément. Nous nous sommes regardés un long moment, 2 femmes blessées par les mêmes hommes, unies malgré nous par cette trahison commune. « Merci », ai-je finalement dit. « Je vais transmettre tout ça à mon avocate immédiatement. » Hélène a hoché la tête et s'est levée pour partir. « Une dernière chose, Claire. Votre exposition à la Galerie Mercier, j'ai vu l'annonce dans le journal. J'espère pouvoir y aller. Votre travail a l'air magnifique. » Elle est partie sans attendre ma réponse, me laissant seule avec cette enveloppe qui contenait la preuve que mes cauchemars n'étaient pas terminés, que Damien et Julien voulaient me faire souffrir encore plus. J'ai immédiatement appelé Lucille. Elle était furieuse en lisant les emails que je lui ai envoyés par scan. « Ces imbéciles !» a-t-elle craché. « Ils viennent de nous donner exactement ce dont nous avons besoin pour les écraser définitivement. » Une tentative de manipulation post-divorce, une collaboration pour fraude judiciaire, c'est du pain béni. Je vais déposer une plainte dès demain et demander des sanctions. Crois-moi, Claire, quand j'en aurai fini avec eux, ils regretteront d'avoir jamais pensé à te faire du mal. L'exposition a eu lieu 2 semaines plus tard. C'était une soirée magnifique, encore plus réussie que la première. La Galerie Mercier était prestigieuse, spacieuse, et Antoine avait fait les choses en grand, invitant des journalistes, des collectionneurs importants, des critiques d'art renommés. Mes pièces étaient disposées dans 3 salles différentes, racontant une progression visuelle de la brisure à la reconstruction.
La première salle montrait des formes fracturées, brisées intentionnellement, puis réparées avec de l'or, symbolisant le kintsugi et ma propre guérison. La deuxième salle présentait des formes plus fluides, organiques, représentant la transformation et l'acceptation. La troisième salle exposait mes créations les plus récentes, des sculptures élancées et puissantes qui incarnaient la force retrouvée, la renaissance. Philippe était à mes côtés toute la soirée, fier et discret, me tenant la main quand je me sentais dépassée par l'attention. Mathilde était là aussi, radieuse, distribuant mes cartes de visite à tout le monde comme si elle était mon agent personnel. Et puis, vers 20h, j'ai vu Hélène entrer dans la galerie, seule, portant une robe simple mais élégante. Nos regards se sont croisés et elle m'a fait un petit signe de tête que j'ai rendu. Le clou de la soirée est venu quand un critique d'art renommé du journal Le Monde, que je n'avais même pas remarqué dans la foule, s'est approché de moi. « Madame Montreuil, votre travail est extraordinaire. Cette capacité à transformer la douleur personnelle en beauté universelle, c'est rare. Je voudrais écrire un article sur vous et votre parcours. Seriez-vous d'accord pour une interview ?» J'ai accepté, encore sous le choc, et nous avons convenu d'un rendez-vous pour la semaine suivante. L'article est paru 2 semaines plus tard, une pleine page avec des photos de mes œuvres et un texte élogieux qui parlait de mon authenticité bouleversante et de ma maîtrise technique remarquable pour une artiste émergente. Du jour au lendemain, j'ai reçu des dizaines de demandes de commandes, d'invitations à exposer dans d'autres galeries, même une proposition pour enseigner un atelier dans une école d'art. Ma vie était devenue exactement ce que je n'aurais jamais imaginé il y a 1 an. Non seulement j'avais survécu à la pire trahison de ma vie, mais j'avais prospéré. J'avais trouvé une nouvelle passion, un nouveau but, de nouvelles personnes qui m'appréciaient pour qui j'étais vraiment et non pour qui j'étais censée être. Quant à Damien et Julien, Lucille a fait exactement ce qu'elle avait promis. Leur tentative pathétique de rouvrir le dossier de divorce a été rejetée avec des sanctions financières sévères pour tentative de fraude. Le juge, particulièrement offensé par leur comportement, a même augmenté ma pension alimentaire et leur a ordonné de payer les frais légaux supplémentaires. L'avocat cher et agressif de Damien n'avait servi à rien face aux preuves accablantes qu'Hélène m'avait fournies. J'ai appris par Mathilde, qui l'avait entendu par une connaissance commune, que Julien et Hélène avaient divorcé rapidement après toute cette affaire, que Damien avait perdu son poste de directeur commercial dans son entreprise à cause du scandale, que les 2 hommes vivaient maintenant ensemble dans un petit appartement de banlieue, ayant perdu leur réputation, leurs économies et la plupart de leurs amis qui les avaient abandonnés après avoir appris ce qu'ils m'avaient fait. Je n'ai ressenti aucune joie à apprendre leur chute. Juste une satisfaction calme, presque détachée, de savoir que la justice avait été rendue, que leurs actions avaient eu des conséquences. Mais surtout, je me suis rendu compte que je ne pensais presque plus à eux. Ils appartenaient à un chapitre de ma vie qui était définitivement clos. 1 an après cette terrible nuit à Lyon, jour pour jour, Philippe m'a emmené dîner dans un restaurant élégant avec vue sur la Seine. Nous avons bu du champagne, ri de tout et de rien, et quand il m'a regardé par-dessus la table avec ses yeux doux qui me faisaient toujours fondre, il a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. « Tu sais ce que j'admire le plus chez toi, Claire ? Ce n'est pas ton talent, même s'il est immense. Ce n'est pas ta beauté, même si tu es magnifique. C'est ta capacité à transformer le pire moment de ta vie en tremplin vers quelque chose de meilleur. Tu aurais pu te laisser détruire, mais tu as choisi de te reconstruire. Et tu es devenu quelqu'un de tellement plus fort, plus authentique, plus vivant que la personne que tu étais avant. C'est ça qui est extraordinaire. J'ai senti les larmes monter à mes yeux, mais c'était des larmes de gratitude, de bonheur, pas de tristesse. Je n'aurais jamais cru pouvoir dire ça, mais cette trahison a été la meilleure chose qui pouvait m'arriver. Elle m'a libérée d'une vie qui n'était pas vraiment la mienne. Elle m'a forcé à découvrir qui j'étais vraiment, ce dont j'étais capable. Sans ça, je serais encore en train de jouer un rôle dans une pièce écrite par quelqu'un d'autre. Philippe a pris ma main par-dessus la table. Et maintenant, je vis. Pour moi, selon mes propres termes.
et c'est la chose la plus libératrice du monde. Ce soir-là, en rentrant chez moi le long du canal Saint-Martin, seul avec mes pensées, j'ai repensé à cette femme qui se tenait devant la porte du quarto 314 avec des fleurs et du vin, pleine d'espoir naïf et d'amour aveugle. Je lui aurais dit, si j'avais pu, que ce qu'elle était sur le point de découvrir allait la briser complètement. Mais je lui aurais aussi dit que de ces morceaux brisés émergerait quelqu'un de tellement plus fort, de tellement plus libre, de tellement plus elle-même. Parce que parfois, il faut tout perdre pour se trouver vraiment. Il faut être trahi pour comprendre ce qu'est la loyauté envers soi-même. Il faut toucher le fond pour découvrir qu'on a la force de remonter, encore et encore, jusqu'à devenir la personne qu'on était destiné à être. Et moi, Claire Montreuil, artiste céramiste, femme indépendante, survivante et pas victime, j'étais enfin devenue cette personne. Ma vie commençait vraiment maintenant. Alors voilà. Vous venez de marcher avec moi à travers chaque couloir sombre de ce voyage, à travers chaque larme tombée, à travers chaque morceau de moi-même qu'il a fallu ramasser du sol. Et maintenant, dites-moi quelque chose avec sincérité, comme si nous étions assises l'une en face de l'autre, buvant un café un après-midi quelconque. Auriez-vous fait la même chose ? Auriez-vous trouvé la force de vous lever de ce banc glacé à Lyon et décider de recommencer ? Ou auriez-vous laissé la douleur vous avaler entière? Parce que je sais que beaucoup d'entre vous sont déjà passés par quelque chose de similaire. Peut-être pas exactement ça, mais cette sensation d'avoir le sol arraché sous vos pieds, de découvrir que la vie que vous aviez construite avec tant de soin était faite de mensonges si fragiles qu'un seul instant a suffi pour que tout s'effondre. Et quand ça arrive, quand vous vous retrouvez seul au milieu des décombres, le choix vous appartient. Couler ou nager. J'ai choisi de nager. Mais c'était le choix le plus difficile de ma vie. Racontez-moi, dans les commentaires ici en bas, ce que vous avez ressenti en écoutant cette histoire. A-t-elle touché une vieille blessure? A-t-elle réveillé un souvenir que vous pensiez avoir enterré? Ou vous a-t-elle simplement fait réfléchir sur les choix que nous faisons quand tout semble perdu? Je veux savoir. J'ai besoin de savoir que je ne parle pas seule dans ce vide, qu'il y a d'autres femmes de l'autre côté qui comprennent, qui ont déjà vécu, qui ont survécu. Et dites-moi aussi d'où vous m'écoutez en ce moment précis. De quelle ville, de quel pays, de quel petit coin du monde avez-vous décidé d'appuyer sur lecture et de passer ces minutes avec moi? Parce que chaque fois que quelqu'un me dit « Je suis là du Brésil, je suis là de France, je suis là d'Algérie », je sens que cette histoire cesse d'être seulement la mienne et devient la nôtre. Une histoire partagée de femmes qui ont refusé d'être simplement des victimes des circonstances. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, jusqu'à ces derniers mots, c'est parce que quelque chose dans ce récit a résonné en vous. C'était peut-être la douleur, peut-être la colère, peut-être l'espoir que même après la tempête la plus violente, il est possible de voir le soleil se lever à nouveau. Et si c'est ce que vous avez ressenti, alors je vous demande, abonnez-vous à cette chaîne, pas pour moi, mais pour vous-même. Parce qu'ici, vous trouverez d'autres histoires, d'autres femmes, d'autres voyages de reconstruction. Je ne suis pas spéciale. Je ne suis pas plus forte que vous. J'ai simplement fait un choix ce jour-là à Lyon, puis un autre, et encore un autre, jusqu'à ce que ces choix se transforment en une nouvelle vie que je ne reconnaissais même plus comme la mienne. Mais ce que j'ai appris, et ce que je veux que vous emportiez avec vous, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. Il n'est jamais trop tard pour se regarder dans le miroir et décider que cette femme fatiguée, blessée, trahie, mérite une seconde chance. Alors écrivez-moi, racontez-moi votre histoire, même si c'est avec quelques mots. Dites-moi si vous avez déjà dû faire un choix impossible, si vous avez déjà dû rassembler des morceaux de vous-même qui semblaient irrécupérables. Parce que ces histoires, ces expériences vécues, sont ce qui nous connecte. C'est ce qui nous rappelle qu'aucune douleur n'est unique, qu'aucune trahison n'est exclusivement la nôtre, et qu'aucune victoire, aussi petite soit-elle, n'est trop insignifiante pour être célébrée. Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre cela, quelqu'un qui traverse un moment difficile, qui se sent perdu au milieu du chaos, partagez cette histoire avec elle. Parfois, un mot, un récit, une simple phrase peut faire la différence entre abandonner et continuer. Peut-être la lumière qui manquait pour éclairer le chemin. Merci d'être resté avec moi jusqu'à la fin. Merci de m'avoir donné votre attention,
votre temps, votre présence. Maintenant, donnez-moi aussi votre voix. Commentez, partagez, abonnez-vous et surtout, continuez à avancer. Parce que la vie, même quand elle nous brise, nous donne toujours la chance de nous relever plus forte qu'avant. À la prochaine histoire, au prochain voyage. Et souvenez-vous, vous êtes bien plus forte que vous ne l'imaginez.